Alors, nous allons poursuivre toutes les formes d'accompagnement de deuil. Et j'invite M. Martinez à venir, et puis à Carole Sanson de venir aussi. Voilà, installez-vous, c'est très confortable, vous allez voir. Donc voilà, Monsieur Martinez, vous êtes coordinateur national du soutien médico-psychologique des armées, au service de santé des armées, et vous allez nous éclairer un petit peu sur les particularités du deuil en milieu militaire. Merci, monsieur. Merci beaucoup, vous m'entendez, oui. Bonjour à tous, donc je vais vous parler effectivement de quelque chose d'un peu particulier, qui est la question de la mort en milieu militaire. Alors pourquoi on parle de spécificité? Est-ce qu'il y a vraiment des spécificités d'ailleurs à la question du deuil chez les militaires plutôt que chez les civils? Bon, j'ai envie de commencer par dire que non, parce qu'on a compris depuis ce matin que la question de la perte, la question du deuil est d'abord une question de l'intime, de la relation de l'intime du sujet avec celui ou celle qui l'a quitté, et c'est toute cette question-là de la perte qui se joue et qui renvoie, et je crois qu'on l'a dit aussi, à des pertes antérieures. La question du deuil, c'est aussi la question de la perte symbolique ou la perte dans le réel, qui est celle de la mort de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a une particularité au milieu militaire? La première particularité quand même, c'est la mort en opération. La mort en opération, pour les militaires, c'est quelque chose d'abord auquel ils ont pensé, avec la dimension effectivement du risque sacrificiel. C'est ça la question, même si, pour reprendre Régis Debray, on parle très peu aujourd'hui et on évite de parler de la question du sacré et du sacrifice. Mais c'est vrai que la particularité du militaire, c'est le sacrifice de sa propre vie, le fait qu'il peut mourir au combat et qu'il meurt, on va dire, au service de la France. Voilà quelque chose quand même qui est extrêmement lourd. Je crois qu'il est lourd aussi, malgré tout, et qui peut l'être aussi pour les familles. Alors je vais tenter de m'expliquer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire être mort pour la France? D'abord, être mort pour la France, c'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple français, enfin c'est notre chef d'état-major des armées qui en parlait dernièrement, qui expliquait que c'est vrai que parfois les Français se demandent que font les militaires actuellement dans des opérations extérieures. Quelque part, à quoi ça sert? C'est-à-dire, quand un militaire meurt, il meurt pour la France, mais est-ce que c'est moi qui représente cette France-là? Est-ce que j'arrive à comprendre que le militaire qui est en OPEX, pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Est-ce que quelque part, entre guillemets, il n'est pas mort pour rien? Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'entends dans ma consultation, que j'entends auprès de parents, auprès de conjoints qui ont perdu leurs proches au combat. C'est la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait là-bas en fait? Mort pour la France, d'accord, mais est-ce que c'est une mort qui sert à quelque chose? Ça, c'est la première question qu'on peut nous poser. Ensuite, l'autre question qui peut se poser, c'est, et ce que disent beaucoup, notamment des parents, ce qu'on peut leur renvoyer, ce qui est assez insupportable, c'est aussi, vous voyez, on disait, voilà, il faut que tu te bouges, il faut que tu te remues, des choses comme ça qui sont insupportables, mais il y a aussi autre chose. C'est quand on dit aux parents, en fait, il est mort, mais c'était son métier. C'est les risques du métier. Quelque part, il a fait ce choix-là, il a fait le choix d'être militaire, et le militaire sait qu'il peut mourir. Vous voyez comme les choses peuvent être assez insupportables, notamment du côté des parents quand ils ont perdu un enfant. C'est la question aussi de leur propre culpabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai accepté qu'il s'engage dans l'armée, donc j'ai même accompagné ce risque-là, donc s'il est mort, est-ce que j'en ai pas une part de responsabilité? Vous voyez, donc des choses comme ça extrêmement lourdes qui surviennent et qui interrogent notamment les parents, les conjoints sur cette question de mort pour la France. Vous savez, quand on est mort pour la France, là on a un camarade, un camarade médecin qui est donc un de nos camarades, je ne suis pas le seul médecin militaire ici, donc un de nos camarades qui est décédé le 2 avril, à Barkhane, c'est à l'opération Barkhane, opération sahélo-saharienne contre Daesh, et voilà, et donc on a un camarade médecin qui est décédé, qui est mort donc pour la France, mort au combat.
Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans l'armée, énormément de choses pour accompagner. D'abord, le deuil, c'est pas que le deuil des parents, c'est aussi celui des camarades. Ce sont les camarades, alors qu'on appelle les impliqués, on m'a beaucoup parlé de trauma. Alors, moi, je fais un peu attention, je différencie quand même la question de la question traumatique de la question du deuil, même si on peut parler de deuil traumatique. Tout ça est un peu compliqué, enfin, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle un trauma psychique? Un trauma psychique, c'est la survenue d'un événement qu'on appelle un événement traumatique qui va menacer brutalement l'intégrité d'un individu ou d'un tiers. C'est-à-dire, c'est la menace brutale contre sa vie, cette surprise-là, cet événement extrêmement soudain, qui va provoquer une effraction psychique, qu'on appelle une blessure psychique, qui deviendra ensuite voilà, ce qu'on appelle le syndrome psychotraumatique ou le trouble de stress post-traumatique. Alors ça, c'est ce moment-là. Ça peut être aussi la mort d'un tiers, c'est-à-dire sous ses yeux, son camarade qui va mourir sous ses yeux. Ça peut être aussi être exposé à des visions d'horreur extrêmement importantes. Donc tout ce champ-là, ce qu'on appelle le champ des impliqués directs, notamment les camarades, qui voient leur père, un de leurs camarades, qui tombe sous ses yeux, qui meurt sous ses yeux. Là, il y a quelque chose de traumatique. Vous voyez, il y a vraiment une effraction psychique qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est les impliqués directs. Et là, pour les impliqués directs, on met en place tout un dispositif de soutien, avec des soutiens immédiats, post-immédiats, qui sont faits d'abord par les médecins des forces, puis par des spécialistes du soin psychique, psychiatres ou psychologues, et puis après un suivi sur le long terme. Et puis, il y a les impliqués indirects. Alors, ce qu'on appelle les impliqués indirects sont des gens qui n'assistaient pas à cette situation-là, mais pourtant qui vont être confrontés à la question du deuil. Le deuil va être d'abord celui des camarades qui sont avec lui sur le théâtre d'opération, même s'ils n'ont pas assisté à cette mort-là. Ça va être aussi le deuil des camarades qui sont à l'antenne, par exemple pour notre camarade médecin, l'antenne médicale, c'est-à-dire les autres médecins, les infirmiers, les auxiliaires sanitaires qui vont travailler avec lui. Donc chez eux aussi, il y aura des répercussions de ce deuil. Et puis il y a le deuil aussi des familles. Donc vous voyez, il faut s'occuper de toutes ces personnes-là. Donc on met des choses en place. Alors les choses qui sont mises en place chez nous, d'abord, c'est la dimension quand même symbolique. Vous voyez, il y a eu un hommage national aux Invalides. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les familles, pour les camarades, pour tout ça. Même si, parce qu'il y a toujours un même si, dès qu'on met des choses en place, il y a toujours la partie un peu négative des choses. Certains endeuillés m'ont déjà dit, on a l'impression qu'on nous a confisqué notre mort, c'est-à-dire qu'il ne nous appartient plus. Qu'aujourd'hui, il appartient à la France, il appartient à l'État, il appartient au régiment, il appartient à ses camarades, mais nous, il ne nous appartient plus. Vous voyez, il peut y avoir ce sentiment comme ça d'être dépossédé de la question de la mort, qui est difficile, qui est compliqué à gérer aussi pour les familles. Donc ça, c'est vraiment la première chose. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est la question de l'annonce. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, la question de l'annonce. Alors aujourd'hui, elle se psychologise beaucoup, l'annonce. C'est-à-dire que, notamment, nous, ceux qui sont responsables de l'annonce, c'est on va dire, c'est l'autorité hiérarchique supérieure qui va annoncer à la famille le décès quand un militaire est mort pour la France, est mort au combat. D'abord, c'est une course contre la montre. C'est-à-dire qu'il y a les médias d'un côté qui peuvent annoncer les choses. Et il faut qu'on soit sûr, donc vous voyez, une sorte de blackout au début, de bulle de silence, pour éviter que les familles la prennent par les médias. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est une vraie course contre la montre. Ensuite, c'est effectivement le commandement qui va annoncer à la famille le décès. Alors, est-ce qu'il doit être accompagné ou pas par un psychologue? Grande question. En ce moment, de plus en plus de chefs de corps, de commandants de centres médicaux, dans le cas de notre camarade, demandent à être accompagnés par un psychologue. Alors, le psychologue, il accompagne pour qui d'ailleurs? Est-ce qu'il accompagne parce que ça va être compliqué pour la personne à qui on va annoncer, pour le proche, ou est-ce qu'il accompagne celui qui va annoncer? Moi, j'ai un peu tendance. Alors, je l'ai fait aussi, vous savez. Je pense pas nécessaire de psychologiser, mais quand on nous le demande, c'est compliqué de dire non. Donc, moi, je l'ai fait et je me suis rendu compte que c'était plutôt pour soutenir celui qui allait annoncer, parce que c'est pour lui que c'est extrêmement difficile. Ce qui est très compliqué, c'est que si vous voulez, si le psychologue est présent au moment de l'annonce, ça va être très compliqué pour ce psychologue-là de suivre la personne, parce qu'il va être associé à ce moment extrêmement douloureux, extrêmement violent qui est celui de l'annonce. Et c'est très compliqué, à mon avis, alors je ne sais pas ce qu'en pensent les professionnels du soin psychique qui sont présents, mais c'est extrêmement compliqué de suivre quelqu'un ensuite, alors qu'on a été
présent au moment de ce moment, alors on va dire traumatisant entre guillemets, hein, parce que maintenant on met du trauma partout, mais bon, on va le dire comme ça quand même. Mais c'est dans ce moment-là, et vous voyez, accompagner une personne alors qu'on était présent à ce moment-là, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai déjà fait, et ça a été un suivi qui a été très compliqué, parce qu'à chaque fois que la personne venait devant moi, c'était une conjointe en l'occurrence, elle ne me voyait pas que moi, aussi à travers moi. C'était de nouveau le moment de l'annonce comme ça qu'il a submergé, vous voyez. Donc ça, c'est pour ça que pour moi, est-ce qu'on doit psychologiser l'annonce? J'en suis pas sûr. Est-ce que, j'étais d'accord avec mes confrères psychiatres tout à l'heure aussi qui en parlaient, évidemment, la majorité des deuils se passent évidemment, entre guillemets, bien. Alors moi, j'aime bien parler de traversée du deuil, hein. Évidemment, moi je ne dis pas travail, je dis traverser. Bon, enfin après processus, on peut le dire aussi comme ça. Mais je crois que effectivement, ce moment-là, est-ce qu'il doit être obligatoirement psy? Est-ce qu'il doit être absolument psy, accompagné par un psy? Moi, je ne le crois pas non plus. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Mais ça peut être possible. C'est-à-dire, il faut offrir l'opportunité de. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que pour les parents, pour les proches, on essaye d'identifier les psychologues militaires ou civils. Les gens peuvent préférer aller voir des psys civils plutôt que militaires, pourquoi pas. Mais on identifie ceux qui sont en proximité et on leur propose. Voilà, on leur propose que ce soin puisse être engagé. Ils le font ou ils ne le font pas, c'est vraiment leur choix. Ils le font quand ils le veulent, c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'immédiateté parfois que c'est le plus facile. Parfois, il faut attendre un petit peu. Il y a tout ce moment où effectivement, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent au début, hein, dans l'armée, mais je crois un peu partout ailleurs, et c'est compliqué de se mobiliser sur le long terme. Et ça peut être un moment aussi compliqué pour les familles, c'est-à-dire au moment notamment l'hommage national, ils rencontrent des autorités, ils sont un peu, vous voyez, un peu déconnectés. On parlait de dissociation péritraumatique tout à l'heure. Il y a un peu peut-être ce moment-là d'être un peu déconnecté de la réalité, de vivre des choses, de rencontrer le président, qui le ministre de la Défense, l'hommage national aux Invalides. Vous voyez, il y a tout ce mouvement-là, toute cette agitation comme ça autour de vous. Et puis les gens, on va s'occuper de vous. Et puis attention aux promesses aussi, hein, on s'occupera toujours de vous. Attention au toujours. Le toujours, ça n'existe pas. Et puis d'abord, est-ce que c'est bien de s'occuper toujours des gens? Il y a un moment, il faut qu'ils recouvrent une autonomie. Je crois que c'est ça qui est important. Mais si vous voulez, voyez, il y a ce moment-là, et puis à un moment, tac, tout s'arrête. Et c'est là où c'est difficile. On a été tellement entouré au début, et puis à un moment où tout s'arrête, et c'est là où je crois qu'il est important de garder ce contact et ne pas hésiter à rappeler les gens pour leur dire voilà, on est présent, on est là, si vous avez besoin de soutien. Et je crois que c'est cette continuité aussi, continuité dans l'accompagnement, mais aussi la continuité dans le soin qui va certainement pouvoir améliorer les choses. J'ai encore un peu de temps, on s'arrête là. Voilà. Bon. Alors pour vous dire que, pour terminer, alors parce que j'ai 2 minutes, pour vous dire que vous voyez, en milieu militaire, il y a vraiment cette question-là. C'est la question d'être mort en opération. Mais là encore, les familles dont le proche meurt en opération ou les familles dont le proche meurt en service n'ont pas les mêmes droits. Alors ça, pour les familles, c'est compliqué. Parce que pourtant, eux, ils vivent la même chose. Ils vivent la mort. Et derrière, il faut leur expliquer, ah mais vous savez, quand on meurt en opération, on meurt pour la France, mais quand on meurt en service, on ne meurt pas pour la France. Donc vous voyez déjà, malheureusement, et ça c'est très compliqué à supporter pour les familles, hein, vous voyez, on distingue des catégories. Les catégories de ceux, voilà, morts pour la France, morts en service, morts en exercice, morts sur un trajet, mais pour les familles, c'est la même chose. Pour eux, c'est une perte. Et pour eux, c'est toujours aussi difficile. Et c'est très compliqué, cette distinction-là, qu'on peut comprendre, qu'on peut rationaliser, sont très compliquées à vivre pour les personnes qui le subissent. Donc pour terminer, d'abord c'est une question, et je crois qu'on l'a dit, c'est une question de l'intime. C'est-à-dire le travail psychothérapeutique sur la question du deuil, quand il y en a besoin, d'abord il n'est pas obligatoire. Il est loin d'être obligatoire. L'accompagnement est important, qu'il soit spécialisé, ce n'est pas toujours nécessaire, ça peut être possible. Et là encore, ça prend du temps. Vous savez, le soin psychique, la psychothérapie, ça prend du temps, mais vraiment avec ce travail-là, la relation transférentielle, tout ce qui peut se passer, on arrive à améliorer, heureusement, la majorité des cas et d'éviter de tomber dans des deuils pathologiques ou des deuils compliqués. Je vous remercie. Merci infiniment. Alors, vous voyez que c'est un témoignage fort intéressant parce que ça nous apporte beaucoup de choses dans un corps de métier où la mort voilà, est présente, et de voir comment vous l'avez travaillé, réfléchi. Est-ce que ça porte des questions? Moi, j'aurais plein de choses à demander si j'étais au milieu de vous.
Yes. Merci. Docteur Sautreau, psychiatre. J'aurais une question pour mon collègue docteur Martinez. L'armée est plutôt réputée bonne gestionnaire du deuil. C'est une idée qu'on trouve dans toutes les cultures, dans toutes les armées, les cimetières des héros, l'hommage national, etc. On a quand même des chiffres à peu près reconnus, comme quoi à peu près 8% des endeuillés, c'est-à-dire 8% des personnes qui perdent par la mort un être cher et significatif, vont développer un deuil compliqué. Donc si l'armée est plutôt meilleure que la population générale, on peut penser qu'il y en aurait moins dans votre institution. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Non, j'ai pas de chiffres. Alors, désolé, mais j'ai pas de chiffres. Ouais, enfin, vous savez, moi, je me demande si c'est vrai qu'en même temps, vous avez raison. Maintenant, on a quand même des facteurs de risque, si on peut le parler comme ça. C'est souvent des jeunes. Les militaires sont des hommes et des femmes jeunes. Première chose, ce sont des morts brutales. Donc on a beaucoup de facteurs de risque quand même, voilà, qui pourraient laisser penser que ça pourrait conduire à des deuils compliqués ou des deuils pathologiques, etc. Moi, dans mon expérience, vraiment dans mon expérience, vous savez, très souvent, même si la question de l'accompagnement est là, je le disais tout à l'heure, tout de suite, je veux dire en soins, je pense que vous serez d'accord avec moi, on parle de l'intime, quoi. C'est-à-dire que c'est tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On quitte rapidement le milieu militaire et la question du type et même de l'accompagnement pour savoir ce qui se passait dans la relation intime, parfois qui a été compliquée. Moi, j'ai déjà vu au moment de ces départs, vous voyez, quand les gens partent en OPEX, en mission extérieure, ils vont partir en OPEX et puis voilà, on va se disputer avec son conjoint à ce moment-là. C'est toujours des moments de forte tension, donc des moments où on peut... Et puis c'est à ce moment-là que le conjoint part au combat et puis tombe au combat, et ça c'est insupportable pour la famille. Alors là, vous voyez, alors là, on a un risque encore majoré de risque de deuil compliqué. Donc je ne me risquerai pas à dire qu'il y en a moins malgré notre accompagnement. Mais c'est vrai que l'accompagnement est fort. Il y a les cellules d'aide aux blessés chez nous qui ont une spécificité militaire. Les cellules d'aide aux blessés des trois armées, de la gendarmerie nationale et puis du SSA aussi, qui accompagnent non seulement les blessés, mais accompagnent aussi les endeuillés. Donc vous voyez, il y a des référents comme ça blessés qui vont très souvent rappeler, accompagner les endeuillés. Enfin, pour répondre, non, je n'ai pas de chiffre précis. Est-ce qu'on peut dire aussi que les familles à côté des autres soldats soutiennent, entre familles, ils se soutiennent beaucoup? Oui, c'est vrai, ils se soutiennent beaucoup. Il y a des journées, on a fait une journée des endeuillés il n'y a pas très longtemps de l'armée de terre, là où toutes les familles étaient réunies. Donc elles se contactent par les réseaux sociaux, par des choses comme ça. Il y a des associations aussi, merci, qui permettent aussi de se soutenir les uns les autres, même si chaque histoire est une histoire en général différente. Mais enfin, bon, en tout cas, elles ont vécu un moment qui est en commun, c'est le moment de perdre son proche en opération extérieure. Encore une question. Allez-y, monsieur. Bonjour, docteur. Donc, moi, c'est monsieur Baudanguien, architecte. Vous allez voir, c'est un peu dirigé vers mon métier. Justement, votre collègue disait ici que le deuil était mieux vécu dans l'armée. Et est-ce que, justement, le fait qu'il y ait des rituels beaucoup plus codifiés, qu'il y ait une architecture beaucoup plus codifiée également, avec des mausolées, des monuments aux morts, etc., est-ce que ça ne peut pas donner justement une dimension plus sacralisée à la mort et qui peut aider justement à mieux supporter le deuil? Oui, je crois que vous avez raison. Je pense que je ne sais pas si c'est mieux supporté. En tout cas, c'est pas mal accompagné. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on accompagne bien les choses. Et c'est vrai que cette dimension du sacré, je crois que ça peut permettre, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir le sentiment que ça confisque aussi, mais quand même, pour la majorité des cas, en tout cas, les familles le demandent. En tout cas, elles le souhaitent, qu'il y ait des monuments aux morts, qu'il y ait donc ce marqué aussi. Pourtant, vous voyez, alors je vais faire une petite incise encore pour dire que tout n'est pas... vous savez, il y a aussi un statut. Il y a un statut dans le milieu militaire. Alors moi, c'est le statut des veuves en général. Alors, il pourrait y avoir des veuves aujourd'hui, mais pour l'instant, ce sont des veuves. Donc, c'est un statut militaire pour permettre aux conjoints de militaires de pouvoir travailler avec un statut militaire, qui est un statut qui correspond à celui de veuve. Alors là encore, vous voyez, il y a encore les deux faces de la pièce, si vous voulez.
Parce que très souvent, ces jeunes femmes, ces femmes sont engagées souvent dans le régiment de leurs proches disparus. Alors ça, c'est pas une bonne idée du tout, si vous voulez. Maintenant, il y a un tel besoin, si vous voulez. En gros, la veuve, il faut s'occuper d'elle. Il y a comme une sorte d'urgence comme ça, vous voyez. Il faut s'occuper d'elle. Et parfois, moi, j'aurais presque envie de dire, mais je pense que c'est quelque chose que je pense que c'est important de dire aussi, il ne faut pas en faire trop. Enfin, vous voyez, hein, c'est peut-être un peu, quand je dis ça, c'est un peu iconoclaste. Et je veux dire que par là, par exemple, vous voyez, moi, je vous le dis à ma consultation, le nombre de veuves, il y en a eu quelques-unes qui ont pu me dire, moi, je ne peux pas refaire ma vie. C'est pas possible. C'est-à-dire être veuve devient mon identité. Et le fait que, par exemple, je refasse ma vie, ça serait, vous voyez, une question de loyauté vis-à-vis du disparu, mais vis-à-vis aussi du régiment. Donc vous voyez, cette question-là, effectivement, vous voyez, quand on en fait beaucoup, je pense que, et nous, vraiment, enfin, c'est tout à l'honneur de l'armée, hein, de rembaucher, de permettre à ces femmes, vous voyez, c'est compliqué aussi, hein, avec les mutations dans l'armée, de pouvoir avoir une carrière professionnelle. Même aujourd'hui, c'est encore compliqué pour celles qui accompagnent, pour ceux qui accompagnent les militaires. Et c'est vrai que très souvent, elles sont embauchées, mais malheureusement dans le régiment. Moi j'avais dans l'idée, si vous voulez, je veux dire, ils sont morts pour la France, hein, ils ne sont pas morts pour le régiment. Et je crois que dans ces cas-là, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres institutions d'État qui pourraient, pour celles qui le souhaitent, et pas de manière systématique, certains ou certaines ont déjà leur travail, hein, pas besoin qu'ils soient embauchés, mais qu'il y ait d'autres structures et d'autres institutions d'État qui prennent en charge. Et que ce ne soit pas le régiment avec, vous voyez, cet effet très délétère et qui peut être un vécu, et qui peut entraîner des deuils. Justement, vous voyez, on essaye de parer à tout ça et qui peut entraîner des deuils qui peuvent être justement compliqués sur le très long terme. Comment sortir de cette identité, cette cristallisation autour de l'identité de veuve, dont on a du mal parfois à s'échapper. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive. Allons-y. Très rapidement, s'il vous plaît. On est tenu par le temps, je suis désolé. Est-ce que c'est valable aussi pour les veufs? Ça, c'est une question. Et une remarque, refaire sa vie, c'est une phrase que je trouve qu'on devrait sortir de toutes les bouches de tous les êtres Alors, humains. excusez-moi. Et encore plus quand il s'agit d'une femme, parce qu'on le dit moins pour un homme. Et on ne refait pas sa vie, on la continue. Et la vie est un fleuve. Alors, excusez-moi, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, aujourd'hui, on n'a pas eu encore de jeunes femmes qui sont tombées pour la France, à ma connaissance, au combat, à ma connaissance. C'est pour ça que je parle surtout, vous voyez, des veuves. On est encore, on ne va pas espérer que ça arrive, ça se féminise de plus en plus, donc le risque est plus important, voilà. Et puis dans ce que vous dites, oui, refaire sa vie, vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça quand même que je peux l'entendre, si vous me permettez, dans le sens que je suis dans quelque chose et j'ai cette identité et que je n'arrive pas à la quitter. Et je voudrais quitter pour faire autre chose de ma vie, vous voyez, parfois en quittant l'armée, vous voyez, essayer de vraiment qu'il y ait une rupture avec cette identité-là qu'on me force peut-être à avoir, hein, et que je voudrais quitter. Vous voyez, donc je vous parlais dans une question de rupture. Mais je n'emploierai plus, vous avez raison. Donc c'est l'idée de la reconstruction en fait. Plutôt, au lieu d'utiliser les termes refaire sa vie, il s'agit de se reconstruire après le deuil. Ce n'est pas renoncer ou oublier l'autre, c'est continuer, se reconstruire, toujours, avec l'autre toujours en nous. Alors, nous accueillons maintenant Carole Sanson, qui est assistante sociale et qui va nous parler du deuil à la SNCF. Bonjour à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je suis assistante sociale à la SNCF. Donc à ce titre-là, je vais parler de ce qui se fait à la SNCF, mais aussi je parle aussi au nom du fait que j'ai été formée il y a 10 ans par le DU Deuil et Travail de Deuil, que faisait à l'époque Michel Anus, Christophe Fauré, Alain de Broca, Maryse Dumoulin, plein de gens qui m'ont profondément marquée, et je crois que je vous invite tous vraiment à faire au moins des modules, parce que vraiment ça change les choses. Voilà. Dans nos prises en charge, dans nos métiers respectifs.
Alors, pour vous dire, à la SNCF, le décès d'un collaborateur a été un événement prioritaire depuis, je ne sais même quelle année, puisque pour vous dire, moi, ça fait 27 ans que j'y suis. Quand j'ai pris ma prise de poste et qu'on m'a expliqué le profil du poste, ça fait partie des procédures dont on m'a expliqué tout de suite que s'il y avait le signalement d'un décès d'agent, il fallait absolument qu'on mette en place une procédure établie. Donc voilà, c'est très très ancien la SNCF. Donc il s'agit du décès, quelle que soit la nature, évidemment, au-delà de l'accident de travail. Ça peut être suite à maladie, accident personnel ou suicide. Ça concerne le décès du salarié comme d'un de ses ayants droit, conjoint, enfant. Dans ce cas-là, donc, il y a un process national qui est mis en place. Donc le RH est tenu d'informer les services administratifs, la gestion de paye, les caisses de prévoyance et de retraite. Et donc, en même temps, dans les 48 heures, il doit envoyer un signalement à l'action sociale de l'entreprise, enfin au sein de l'entreprise. Dans ce cas-là, une autre procédure établie aussi au niveau national se met en place, c'est-à-dire que nous, Action sociale, on doit s'engager à écrire à la famille dans les 5 jours pour proposer une rencontre, sans aucune obligation. La famille a tout à fait le droit de refuser et dans le respect de la vie privée, puisque en tant qu'assistante sociale, nous sommes soumis au secret professionnel aussi. Je voulais préciser que même si ce process est établi depuis donc de nombreuses années, par contre, il y a à peu près 2 ans, une plaquette, quand même, on a constaté le besoin de créer une plaquette qui puisse être remise du service RH aux familles, qui reprend l'intitulé de la plaquette exacte, c'est « Décès d'un salarié SNCF, nous sommes là pour vous accompagner ». Donc, dedans, on retrouve les démarches à effectuer, les coordonnées des différents services internes comme externes et les coordonnées de l'action sociale avec l'accompagnement qui peut être proposé. 2 choses là déjà que j'ai envie de témoigner, c'est que pour vous dire, voilà, cette plaquette, c'était il y a que 2 ans. C'est vraiment important qu'il y ait une trace écrite assez rapidement aux familles pour qu'elles puissent, dans ces moments de détresse importants, puissent se référer et avoir déjà un document écrit. Ensuite, le fait que cette procédure soit uniformisée nationalement aussi permet de poser déjà un cadre institutionnel. Et donc nous, ensuite, ce que je trouve aussi très important, c'est que le fait que, sans que forcément la famille nous connaisse, ou que nous connaissions la famille, de proposer ce courrier avec une date de rencontre précise, c'est vraiment une politique d'aller vers. Et franchement, ça a été dit déjà ce matin, c'est très important dans ce moment-là où les familles sont totalement démunies, perdues, qu'elles aient cette fonction. Peut-être elles ne saisiront pas, mais elles ont au moins un écrit. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'elles disent non, pas pour l'instant. Et puis des mois après, elles appellent parce qu'elles ont gardé le courrier et elles savent comment nous joindre. Voilà. Dans la même idée de la politique d'aller vers, depuis quelques années aussi, on fait la même chose pour dès qu'une notification de pension de réversion est notifiée à un retraité cheminot. Voilà, on fait la même chose, on propose une rencontre à la veuve qui a reçu la pension de réversion. Ensuite, donc, on pourrait dire que le temps de l'accompagnement vient. Donc là, donc nous sommes travailleurs sociaux. Alors là aussi, on pourrait dire qu'il y a d'énormes clichés sur ce métier-là et d'énormes idées reçues. Nous ne sommes pas du tout que pour l'administratif. Nous faisons des accompagnements globaux. Donc on peut dire que notre particularité, c'est qu'effectivement, on peut aider sur les démarches administratives et on sait à quel point elles peuvent peser
sur le dos des familles à ce moment-là. Donc oui, on peut aider aussi, mais aussi on est formé à l'écoute, à la reformulation de ce qui est dit, des émotions, et que donc ça peut être un atout aussi d'être là pour accompagner ces moments-là. Nos accompagnements peuvent être aussi familiaux. Voilà, parce que donc on propose une rencontre et souvent on le propose à domicile. Après, les familles peuvent dire non, je préfère que ce soit à votre bureau, ok. Mais sinon à domicile. Et donc du coup, on a accès aussi quelquefois à d'autres membres de la famille, les enfants, mais aussi ça peut être le frère, la sœur, voilà. Et là, c'est aussi l'occasion de quelquefois passer des messages. Sur que par exemple, chaque deuil est unique, chaque deuil va se vivre différemment, que chacun a son rythme. Enfin voilà, ça peut être aussi cette occasion-là de passer des messages importants pour le chemin que la famille aura à parcourir. C'est aussi bien évidemment des accompagnements dans la durée, parce que nous, autant on a un process très établi, très fixe au début. Là, par contre, l'accompagnement, il est vraiment personnalisé et aux fonctions des besoins de chaque famille. Donc, on ne peut pas décrire précisément, voilà, parce qu'on va vraiment s'adapter. Et donc, s'il y a besoin de durée, ça sera dans la durée. Si c'est ponctuellement, voilà. L'important, c'est qu'on arrive à créer une relation de confiance et que la famille se sente écoutée pour qu'elle puisse après nous ressolliciter si besoin. Ces accompagnements peuvent être bien sûr pluriels. Hein. D'abord par rapport à du partenariat de services internes comme externes, et puis par rapport aussi à la réalité des familles. Hein. De plus en plus, on rencontre des familles recomposées qui demandent des accompagnements différents, voilà, et pluriels. Donc j'insiste aussi, voilà, j'insiste sur des points, des messages forts, il me semble, un cadre institutionnalisé, quelque chose de fixe, des écrits que la famille puisse avoir, parce que bon, voilà, il y a eu des débats quelquefois de dire, même entre nous collègues, mais on appelle, on écrit, voilà. Moi, vraiment, je pense qu'un écrit, on peut appeler, mais qu'il y ait un écrit, parce que quelquefois les familles nous disent, mais c'était vous qui avez appelé. Ah, mais j'ai rien compris. J'ai pas compris qui vous étiez. J'ai pas renoté le téléphone. Voilà. C'est des petits riens, c'est sûr. C'est des petits riens, mais mis bout à bout, il me semble que c'est fait beaucoup. Voilà. Donc le travailleur social reste le référent et le coordinateur chez nous, hein, vraiment. Bon, on a des plans d'aide mobilisables aussi, hein, des aides particulières ou de la prévoyance. Mais il reste le coordonnateur de tous les services. Voilà. C'est vrai que l'action sociale à la SNCF est très très ancienne, elle date du développement des chemins de fer, et ça crée, voilà, on fait des accompagnements familiaux sur la durée. Donc cette force, c'est d'aller vers les gens, c'est aussi prendre la mesure du besoin de travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Ça, c'est quelque chose qui est habituel dans le domaine de l'action sociale. On travaille toujours en lien avec des services, que ce soit à l'hôpital, le conseil départemental. On sait les coordonnées. On sait, voilà. Et quelquefois, rien que ça aussi, c'est aidant pour les familles. Voilà. Vous dire de plus. C'est déjà formidable. Ouais. Je m'excuse. Donc, on est formé à l'écoute active, mais aussi on a un puits sur le geste professionnel. Et là, j'insiste parce que donc ça a été un peu, un peu mon cheval de bataille pour me dire que c'est très bien tout ça, c'est déjà pas mal, mais que si on n'accompagne pas les professionnels, il y a vraiment un souci. Et du coup, parce que les professionnels aussi, ça leur envoie beaucoup de choses, comme on l'a dit déjà. C'est une gestion d'émotions très intense. Alors même si on a l'habitude, c'est facile aussi de revenir sur le fait que on n'est pas psy. Il faut un psy dans ce cas-là.
Et voilà, de par la formation que j'avais eue, j'insistais beaucoup sur le fait que non, on peut être ces professionnels-là. Par contre, il faut accompagner les professionnels. Et donc, il y a quelques années, un module spécifique a été créé en interne. J'ai eu la chance de mener. Donc, c'était une journée réservée aux professionnels sur le thème des besoins de la personne en deuil. Donc ça a été mis en place, et comme on est un service quand même qui se questionne assez souvent, pour l'instant on est en train de réfléchir aussi à des journées plus délocalisées, parce que c'est bien une journée de formation, mais les professionnels changent. Des nouvelles arrivent, et forcément c'est peut-être pas on n'a pas encore le module de formation, et pourtant on est déjà en poste. Donc on réfléchit à proposer des journées de professionnalisation délocalisées au plus proche des professionnels, et répondant à des besoins précis, voilà, comme un atelier de discussion autour de cette thématique-là. Voilà. Je pense que les professions du social sont vraiment stratégiques aussi dans ce domaine-là. Alors, voilà ce que je peux vous dire sur ça. Ensuite, on mène aussi d'autres types d'accompagnement, parce que selon les circonstances du décès, l'impact sur le collectif de travail peut être très important. Et donc, on a la possibilité aussi de proposer des temps d'échange en partenariat, par exemple, avec notre pôle de soutien psychologique interne, puisqu'on a ça aussi par rapport aux agressions des agents. Il y a un pôle de soutien psychologique qu'on peut solliciter, du coup, là, dans ce cadre-là aussi. Et puis, on a une médecine de travail interne aussi qui connaît bien les postes de travail. Et du coup, on peut le solliciter dans ce cadre-là. Ensuite, il va falloir conclure, chère madame. Je souhaitais vous parler très vite alors de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puisque je suis pilote de ces séjours. Depuis 2 ans, on a proposé des séjours à des retraités en deuil sur 15 jours que nous avons construits. Et des collègues assistent, voilà, parce qu'on ne peut pas être seul dans ce genre de choses. Des collègues qui sont dans la salle assistent aussi à ces séjours. Et force de ce succès, on le propose maintenant aux salariés ou conjoints confrontés à une situation de deuil. Et ce que je voudrais dire, c'est que, bon, bien sûr, l'objectif c'est de retrouver un équilibre, remobiliser ses ressources intérieures, et que surtout, ces séjours, pour moi, c'est primordial qu'ils soient axés sur trois domaines, c'est-à-dire à la fois un temps d'échange et de partage, parce qu'on a besoin de se confronter au vécu de l'autre pour savoir, voilà, si je suis sur le bon chemin, mais aussi retrouver le goût de se faire plaisir. Donc, il y a des temps d'échange, il y a des temps où on va aider le groupe à se réautoriser, à se faire du bien, à prendre soin de soi, donc avec des intervenants extérieurs, voilà, de tout type si vous me posez des questions. Et puis, on y tient aussi beaucoup des temps de convivialité et de partage, parce qu'il y a aussi besoin de retrouver le goût d'être ensemble et de profiter de l'instant présent. Et donc, dans ces séjours, il y a beaucoup d'émotions, mais beaucoup, j'insiste, de rire, vraiment. Merci infiniment. Voilà. Pour conclure cette première partie, on s'aperçoit que quand on est dans des institutions, il y a vraiment un accompagnement, et que ça nous montre l'exemple qu'on pourrait élargir sur tout notre territoire, comment accompagner chaque personne de manière individuelle. Pour l'instant, je vous propose de vous accompagner pour une petite pause. Est-ce que ça vous convient, ça ? Alors, oui. Ouais, allons-y. Je vous propose donc une petite pause vraiment rapide, parce qu'on a un programme encore chargé. On reprendra par un aperçu sur comment se vit le deuil en entreprise, l'impact dans l'entreprise, et puis avec des témoignages, et enfin avec les 10 propositions que porte l'association. Donc, 10 minutes de pause si ça vous va.